Salam alaikum, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, Salam. merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Mhm. Pour cette séance de révision en ligne qui est faite par Club Scientifique Nord en collaboration avec nos professeurs, aujourd'hui nous comptons à présenter le cours de valvulopathie avec professeur Rekhan. Alors on commence le cours et si vous aurez des questions, n'hésitez pas à les mettre commentaire, pardon. Le professeur vous répondra à la fin de la séance. C'est à vous maintenant, professeur. D'accord, merci. Donc, le premier cours de la bibliographie, ça sera le rétissement. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours? Donc, vous devez à la fin du cours connaître la définition d'un rétissement mental, savoir décrire ses aspects épidémiologiques, à savoir les causes, la fréquence, l'âge et le sexe, connaître les lésions anatomiques observées chez les patients atteints de rétissement intra-rhumatismal, connaître les conséquences physiopathologiques de cette valvulopathie sur le cœur et sur le poumon, savoir établir le diagnostic positif sur les données cliniques et paracliniques, connaître les anomalies radiologiques et électriques observées chez les patients atteints de rétissement mitral, et connaître l'intérêt de l'échocœur comme un examen clé pour le diagnostic de la valvulopathie, savoir énumérer les principaux diagnostics différentiels, on va les voir après, connaître les complications qui peuvent se voir lors de l'évolution de cette valvulopathie, connaître les différentes formes anatomiques et enfin les moyens thérapeutiques pour traiter cette valvulopathie. Le plan du cours est le suivant. On commence par une définition, puis l'intérêt de la question, puis on va faire un petit rappel anatomique, puis on va voir les lésions anatomiques observées lors d'un investissement central, puis on va entamer la physiopathologie et les étiologies, savoir la présentation clinique et paraclinique ainsi que les différentes formes cliniques de cette valvulopathie. Puis on va voir quelles sont les complications qui peuvent aimer l'évolution de cette valvulopathie et les diagnostics qui peuvent avoir la même présentation sonore que cette valvulopathie. On terminera, Inch'Allah, avec le chapitre thérapeutique. Donc, comme définition, le rétrécissement mitral se définit comme une réduction permanente, donc une diminution irréversible de la surface de l'orifice mitral. Donc, cette dernière est responsable d'une gêne, donc ça, on a un obstacle, une gêne au remplissage du ventricule gauche à partir de l'oreille gauche en diastole. J'insiste, en diastole. Donc, un petit rappel, la surface normale d'un orifice mitral varie entre 4 et 6 cm². On parle d'un rétissement mitral lorsque cette surface est inférieure à 2,5 cm². Donc, vous voyez dans ces images, ce sont des images post-mortem, des images des patients en de rétissement mitral. Vous voyez l'importance des dégâts anatomiques observés dans ces deux photos. C'est des images post-mortem qui ont été prises lors des autopsies pour des patients décédés suite à cette valvulopathie. Donc, quels sont les intérêts de la question? L'origine rhumatismale dans la quasi-totalité des cas, donc il y a un message à vous transmettre. Donc, dans 90% des cas, la cause est rhumatismale, donc l'intérêt de la prévention afin d'éviter cette valvulopathie. Donc, les études épidémiologiques ont révélé une nette prévalence féminine en un sexe ratio de 4 femmes pour un homme. Le diagnostic de cette valvulopathie repose sur un examen qui est représenté par l'échocœur. Et enfin, le traitement de cette valvulopathie, dans la majorité des cas, et si les conditions anatomiques sont favorables, est fait par la dilatation par voie percutanée. Donc, c'est un autre volet thérapeutique de cette valvulopathie. La thérapie historique, la première correction chirurgicale a été faite en 1947 et la première correctotomie par voie percutanée par l'aide d'un ballonnet a été faite au Japon en 1984. Donc, thérapie anatomique. Donc, la valve mitrale est 4 valves cardiaques. Donc, elle se trouve entre l'oreille gauche et le ventricule gauche. Donc, elle est constituée de 4 éléments. On a l'anneau mitral. Donc, et les valves qui sont représentées par la grande et la petite valve mitrale, ils sont insérés au niveau de l'anneau mitral. Donc, l'appareil, la valve, elle est retenue dans le ventricule gauche par l'intermédiaire d'un appareil dit appareil sous-valvulaire, constitué de 2 éléments. On a les cordages tendineux et, comme vous voyez ici, et les 2 piliers. Donc, ce sont les cordages tendineux et les 2 piliers. Ces 2 éléments représentent l'appareil sous-valvulaire. Comme vous voyez ici, c'est la grande valve mitrale et la petite valve mitrale. Donc, elles sont insérées dans le ventricule gauche au niveau de l'anneau
c'est l'anneau mitral. Donc, la valve mitrale, c'est une unité à la fois anatomique fonctionnelle constituée de 4 éléments. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, les rapports de la valve mitrale avec la valve aortique qu'on voit ici, avec en rouge, c'est l'artère complexe, et en bleu, c'est le sinus coronaire, responsable du drainage veineux coronaire. Donc, dans cette diapositive, on voit la valve mitrale et ses rapports avec les autres valves, à savoir la valve aortique et la valve tricuspide. Et au niveau de la diapositive de droite, donc l'appareil valvulaire représenté, comme vous voyez, les cordages et les deux piliers. Donc, sur le plan ethnopathologique, les lésions mitrales, donc on a la lésion élémentaire observée chez les patients, c'est la soudure commissurale. Soudure signifie qu'il y a une symphyse entre les deux commissures. La grande et la petite valve mitrale délimite deux zones, comme les commissures labiales, c'est les commissures mitrales, on a l'antérieur et postérieur. Donc, la fusion, c'est la lésion élémentaire observée chez les patients de rétissement. Quelles sont les lésions observées au niveau des tissus valvulaires? On a l'induration, donc la valve mitrale perd sa souplesse. L'épicissement, c'est l'augmentation de l'épaisseur de la valve mitrale. Et après, on voit les calcifications. Donc, c'est les dépôts calcaires au niveau du tissu valvulaire. Quelles sont les lésions observées au niveau de l'appareil valvulaire? On a l'épicissement, donc augmentation de l'épaisseur des cordages. À l'accroississement, donc diminution de la longueur des cordages. Avec fusion des cordages, les piliers sont parfois rétractés. Les piliers sont rétractés, on peut même observer la fusion ou le contact des piliers avec les tissus valvulaires qui se voient. On parle dans ce cas-là d'un effacement complet des cordages. Les lésions au niveau des cavités cardiaques, au niveau de l'oreille gauche, on a cette dernière, elle est dilatée puisqu'on a une stase sanguine, donc elle va se dilater. La paroi de l'oreille gauche devient amincie, elle est parfois ectasique. L'oreille gauche, lorsqu'elle devient très volumineuse, on parle d'ogée-ectasie. Donc, l'oreille gauche, le cardiaque annexe au niveau de l'oreille gauche, elle devient le siège de multiples thrombus avec une couche d'âge différent liée à la précipitation des éléments fluorés au niveau de cette dernière qui devient une zone de stase. Les cavités droites sont dilatées. Pourquoi? C'est l'augmentation de la posture du ventricule droit liée à l'HTAP qui va entraîner la dilatation du pied droit. Les lésions valvulaires, comme l'étiologie principale de cette valvulopathie est le rhumatisme articulaire, elle a touche pas uniquement la valve mitrale, mais également les autres valves, essentiellement la valve aortique, où on peut observer les différentes fonctions au niveau de la valve aortique, et également l'incidence tricuspide, elle est généralement fonctionnelle. Les lésions viscérales, les organes également touchés, on a le poumon qui devient rigide et lourd, toxicité, puisqu'il y a l'augmentation au niveau de la avec des veines pulmonaires dilatées, puisqu'on a une stase au niveau de l'oreille gauche. Donc, le défaut de vidange de l'oreille gauche vers le ventre gauche, donc la stase sanguine va entraîner une dilatation des veines pulmonaires. Deuxième organe, c'est le foie cardiaque qui s'observe une défaillance du cœur droit. Donc, le droit, il a et des fois, on voit l'augmentation de taille de l'hypertrophe. Donc, comme ici dans l'image de gauche, l'image post-mortem, donc on a les deux conditions qui sont symphisées avec l'amélioration et l'épaississement des deux de rétraction de la glande valve mitrale. Ici, ce sont des classifications. Sur l'image de droite, c'est l'image post-opératoire, après résection complète de la valve mitrale. On voit ici les cordages qui sont épaissis. On voit ici les classifications. Professeur, oui. Je m'excuse de vous interrompre et il y a un problème avec le son. Oui. Beaucoup de coupures. Est-ce que c'est clair? Le son est clair maintenant. On ne vous entend pas très bien. Normalement, je n'ai pas de problème. Donc, c'est la symphyse que vous voyez au niveau des deux commissures. La soudure se va servir au niveau de ces deux zones, la commissure antérieure et la commissure postérieure. Donc, sur le plan physiopathologique, donc, le rétrécissement mitral réalise un obstacle mécanique
responsable de l'apparition d'un gradient de pression dans deux cavités cave, l'oreille gauche et le ventricule gauche, avec des conséquences à la fois en amont et en aval. Quelles sont les conséquences en amont? On a l'élévation de la pression au niveau de l'oreille gauche, puisqu'on a une stase de sang au niveau de l'oreille gauche. Donc, les pressions qui vont ramener au niveau de l'oreille gauche vont entraîner une dilatation de cette dernière, ce qui va favoriser l'apparition des troubles de rythme à l'étage auriculaire. Normalement, vous avez fait les troubles de rythme à l'étage auriculaire, ventriculaire et jonctionnel. Donc, parmi les troubles de rythme à l'étage auriculaire, la fibrillation auriculaire et le flutter auriculaire. Donc, on va observer ces troubles de rythme lors de la réalisation des explorations électriques par l'ECG chez les malades qui ont suspecté un rétrécissement mitral. La dilatation de l'oreille gauche et la fibrillation auriculaire, ce sont deux éléments qui vont favoriser davantage la stase et la formation des thrombus à l'oreillette au niveau de l'oreille gauche. Ces thrombus vont migrer au niveau généralement de la circulation systémique, entraînant des embolies systémiques, généralement dans 70% des cas au niveau des cerveaux, donnant des tableaux d'AVC. L'élévation de la pression capillaire pulmonaire entraînant des phénomènes pulmonaires, à savoir la dyspnée et l'OAP. L'OAP survient lorsque les pressions oncotiques dépassent les pressions au niveau de la circulation pulmonaire, ce qui entraîne le passage du liquide d'abord vers l'interstitium, puis vers les alvéoles. Dans les formes sévères d'évolution prolongée, on observe l'installation d'une HTAP avec hémoptysie. Pourquoi ces malades, dans les formes évoluées, on observe les hémoptysies, puisque l'augmentation des pressions au niveau du capillaire pulmonaire, normalement, ce sont des capillaires qui sont très fragiles, l'augmentation des pressions qui règnent au niveau de la ligne capillaire pulmonaire entraîne l'éclatement de ces derniers qui vont se manifester sur le plan clinique par les hémoptysies. Et le retentissement sur les cavités droites. Pourquoi on a un retentissement? On a déjà parlé de ça, c'est l'HTA et l'augmentation des pressions au niveau de la circulation pulmonaire, d'où l'apparition d'une insuffisance tricuspide dite fonctionnelle. Pourquoi fonctionnelle? Puisque le VD est dilaté, donc par conséquence, l'anneau tricuspidien va se dilater, entraînant un défaut de coaptation des faits tricuspidiens, ce qui va donner un tableau d'insuffisance tricuspide fonctionnelle. Une insuffisance ventriculaire droite qui va se traverser sur le plan clinique par une acide des œdèmes membres inférieurs et des épanchements pleuraux. En aval, le VG est de taille normale, on voit même de petite taille. Pourquoi de petite taille? Puisqu'il est sevré, donc il ne reçoit pas assez de volume, donc il va diminuer de taille au fil des années. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, si on récapitule, la séance mitrale constitue le premier barrage responsable d'apparition de gradient de pression et holodiastolique. Donc, holo signifie qu'il va intéresser l'intégralité de la diastole entre le loge et le VG. Donc, augmentation des pressions qui règnent au niveau de l'oreille gauche entraîne la dilatation de cette dernière. Puis, les conséquences au niveau de la circulation pulmonaire seront l'augmentation des pressions au niveau du veine pulmonaire et l'augmentation des pressions au niveau du capillaire pulmonaire, donnant un tableau d'HTAP. Donc, augmentation des pressions pulmonaires dite post-capillaire pure et passive. Pourquoi elle est passive? Elle n'est pas active puisqu'on va opérer les malades à ce stade. Donc, la HTAP, elle est réversible. On va constater en post-opératoire, lors des échocardiographiques, la régression complète des pressions au niveau de la circulation pulmonaire. En cas de forme évoluée, c'est-à-dire l'augmentation chronique des pressions au niveau des capillaires pulmonaires, donc ces capillaires pulmonaires ne sont pas faits pour supporter ces régimes de pression élevés, donc il va y avoir une altération anatomique des artérioles pulmonaires. Cette altération va constituer un deuxième barrage, en plus du premier barrage, c'est le barrage mitral. Dans ce cas-là, la HTAP devient active, elle émet à la fois post et pré-capillaire. Même si on opère le malade à ce stade, en post-op, on va constater une régression partielle des pressions au niveau de la circulation pulmonaire, c'est pour laquelle on parle d'HTAP partiellement réversible. Donc, l'HTAP comme l'HTA pour la circulation systémique, elle a des répercussions sur le cœur droit, c'est l'augmentation de la poche-charge du ventricule droit qui va entraîner la dilatation de la cavité droite et l'apparition d'une unité fonctionnelle. Donc, quelles sont les étiologies de cette valvulopathie?
L'étiologie principale, c'est le rhumatisme actuel aigu, de l'intérêt de la prévention de cette valvulopathie. Comme vous voyez, dans 90% des cas, la cause elle est liée au rhumatisme actuel aigu. Mais également, il y a d'autres causes. Parmi ces causes, on a une calcification dégénérative massive de l'endométrium qui se voit généralement chez les sujets âgés. La maladie carcinoïde cardiaque, ce sont des tumeurs malignes du cœur. La fibrose endomyocarditique, c'est la fibrose au niveau de la couche la plus interne, c'est l'endocarde, et le myocarde, c'est la couche moyenne du cœur. Il y a également les atteintes de la valve mitrale lors d'une maladie de système, comme le lupus érythématosus disséminé et la polyarthrite rhumatoïde. Également, l'atteinte de la valve mitrale lors d'une maladie de surcharge, comme l'amylose. Donc, le rhumatisme maculaire aigu peut se voir chez les patients également qui prennent des traitements antivirileux, comme le traitement par le méthylsagile. Donc, dans ce cas-là, pas un investissement d'origine médicamenteuse. Il y a des médicaments comme le méthylsagile utilisé pour le traitement de la valvulite et incriminé dans l'apparition de cette valvulite. Et enfin, on a les enfants, les nouveau-nés qui naissent avec une malformation au niveau de la valve mitrale. Et dans ce cas-là, on parle d'enrichissement mitral congénital. Donc, pour le pays, quelles sont les circonstances de cette valvulopathie? La découverte peut être fortuite lors d'un examen systématique, donc on passe pour le médecine de travail ou la consultation pour le sédant, etc. Ou là, lors d'un surveillance des patients à risque, des patients ayant déjà fait des poussées de RAA, ou chez les femmes enceintes. Donc, quels sont les signes fonctionnels? Donc, le malade peut apporter les signes fonctionnels suivants: dyspnée d'effort, voire de tubutus. Donc, il a un essoufflement, il rapporte la notion d'essoufflement à l'effort, c'est-à-dire la marche à côté des escaliers ou la marche contre le bord, ou la montée en pente, voire de tubutus, c'est-à-dire une dyspnée de repos. Où là, il rapporte la notion de palpitation, que ce soit à l'effort ou là au repos. Longueur fonctionnelle, c'est-à-dire ces douleurs anguleuses liées à l'hypoperfusion de la circulation coronaire, sont plus rares. Donc, les complications, le mention de tout, l'endamyohypoïdémolysie, ou là, l'enquêtologie pour un AVC ou une hypoxydation cardiaque. Dans ce cas-là, on découvrait que le malade a la cause principale de cette complication est le lisson. Sur le plan physique, donc à l'inspection, on a la notion faciale mitrale, c'est l'électrode des pommettes. Donc, on a une rougeur au niveau des pommettes. Chez l'enfant, on peut même observer l'hypotrophie dans les formes sévères et peut-être un mode donc, des motifs de consultation. Généralement, c'est les mamans qui s'inquiètent pour le développement socio-conjugal de leur enfant. À la palpation, on a le premier signe, c'est le frémissement cardiaque diastolique. Il est diastolique à la pointe. Donc, les signes basaux positifs témoignent d'une dilatation des cavités d'enfant. L'auscultation, donc il faut bien retenir ces signes auscultatoires qui sont pathognomoniques de l'établissement mitral dans la triade de Dirogier qui a associé trois signes auscultatoires. Le premier signe, c'est l'éclat de B1 à la pointe. Donc, augmentation de l'intensité du premier bruit cardiaque à la pointe. Claquement d'ouverture de la mitrale, c'est le deuxième signe auscultatoire. Et enfin, le roulement diastolique. Dans les caractéristiques auscultatoires sont les suivantes: les marques à la pointe avec l'irradiation vers les selles. Donc, il faut bien connaître, il faut bien avoir en tête les trois signes de Dirogier. L'examen physique recherche l'auscultation des signes d'HTAP, comme l'éclat de B2 qui témoigne de l'HTAP ou le souffle d'insuffisance pulmonaire, dit souffle de la STEC. L'examen physique recherche également les signes d'insuffisance liquide. Donc, on a déjà parlé qu'il y a une insuffisance liquide fonctionnelle qui sera révélée par la présence d'un souffle cytolipidien, plus ou moins un signe de Carvalho. Donc, le souffle cytolipidien lié à l'insuffisance liquide fonctionnelle, secondaire le rétrécissement mitral et appelé signe de Carvalho. L'examen physique recherche également les signes d'insuffisance cardiaque comme les œdèmes des membres inférieurs. L'hépatomégalie, on a déjà parlé de ça, c'est le foie cardiaque et le reflux hépatologique. Normalement, vous connaissez tous le reflux hépatologique. Donc, une fois que vous êtes devant un patient qui présente des signes auscultatoires d'investissement mitral, il faut demander des examens complémentaires. Le premier examen complémentaire, c'est la radiographie pulmonaire. Donc, qui peut orienter vers le diagnostic d'investissement mitral
On a la poignée gauche inclinée parfois aspect en double bosse. Pourquoi aspect en double bosse? Puisqu'on a une double dilatation à la fois du tronc de l'artère pulmonaire liée à l'HTAP et la dilatation de l'ongle gauche liée à la stase. Également, on a un aspect en double contour de l'arc inférieur droit. Normalement, l'arc inférieur droit correspond à l'oreillette droite. Vu la dilatation de l'oreillette gauche, il y aura un deuxième contour, une deuxième raison pour laquelle on parle d'un contour de l'arc inférieur droit lié à la dilatation de l'oreillette gauche. Le poumon mitral est caractérisé par les signes radiologiques en redistribution de la vascularisation vers les sommiers. C'est parmi les mécanismes de compensation de l'HTAP. L'OAP interstitielle liée au passage liquide de l'interstition, puis alvéolaire, c'est les opacités blanc-rose et on fait les épanchements pluraux dans le cadre d'une décompensation cardiaque. Donc, l'ECG, il n'est pas normal, donc l'ECG normalement n'élimine pas que je suis porteur de cette maladie. Donc, mais également, on peut trouver des signes d'hypertension oculaire gauche, des signes d'HVD liés à l'HTAP, et on fait des contours auriculaires comme la CFA, le cytosol auriculaire et le fluide auriculaire. Normalement, vous avez fait les cours en détail en 4e année pour les tours de rythme à l'étage auriculaire. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive de gauche, c'est une caractéristique d'un poumon mental. On voit l'excitation du mouvement là, moyen gauche. Il y a la dilatation de le tronc d'artère pulmonaire et l'auricule gauche. Et là, fait un double contour lié à la dilatation de l'oreille gauche. Donc, on a un double contour. Le premier contour, c'est pour l'oreille droite. Et le deuxième, c'est en rapport avec l'oreille gauche. Comme vous voyez, la surcharge hilaire, il y a la turgescence de l'œil jugulaire qui devient une zone de stase sanguine. Donc, on passe à l'examen clé, c'est une cardiographie cardiaque. C'est un examen clé qui repose sur l'utilisation des ultrasons. Donc, c'est un examen qui permet de confirmer le diagnostic. On a plusieurs modes, il faut bien connaître, il faut bien les avoir en tête. Le cardiologue peut visualiser le remaniement valvulaire et le remaniement au niveau de l'appareil valvulaire et peut même visualiser la fusion commissurale à la fois antérieure et postérieure. Il permet de voir l'aspect en genou fléchi de la lampe valvular, je vais vous montrer dans la diapositive prochaine, et permet de mesurer la surface vitrale. Donc, on parle d'investissement serré, c'est la surface vitrale devient inférieure à 1,5 cm². Donc, on parle d'investissement vitral, la surface est inférieure à 2,5. La séance devient serrée, c'est la surface est inférieure à 1,5 cm². C'est parmi les modes échocardiographiques. On a la diminution de la force de la bande valvulare. De l'onde A. Donc, l'onde A devient aplatie. Il y a également un mode de l'onde. Le cadre de l'enseignement permet de calculer la surface vitrale fonctionnelle et le gradient central. Donc, déjà, donc, on va générer un gradient, normalement, qui est de 5 mètres de mercure, dans ce cas, donc, le cardiologue permet également d'appliquer le retentissement de cette valve aussi, de l'oreille gauche, ainsi que la taille des cavités droites. Permet également une activation pulmonaire pour parler d'une HTAP. Et enfin, le cardiologue permet, grâce à l'hypocampe, de rechercher les de gauche ou l'atrial de gauche, qui est associée à la suffisance aortique. Donc, vous voyez l'image de gauche, donc c'est sur de la surface anatomique de l'orifice mitral. Donc, on parle d'investissement mitral serré lorsque le cardiologue nous indique que la surface est inférieure à 1,5 cm². Donc, dans la diapositive de droite, c'est l'aspect de la grande valve mitrale, l'aspect en genou fléchi. Donc l'aspect en genou fléchi, comme vous voyez dans cette diapositive. Donc, dans cette diapositive également, la présence de thrombus
ce thrombus peut migrer généralement dans la circulation systémique, généralement dans la circulation cérébrale, dans 70% des cas, il va donner des tableaux d'AVC. Il y a également un examen échocardiographique, c'est du coup par voie transœsophagienne, donc on va introduire la sonde par voie transœsophagienne à la recherche des thrombus intra-auriculaires. Des fois, par voie transthoracique, le cardiologue n'arrive pas à visualiser directement ces thrombus. Dans ce cas-là, s'il suspecte la présence de thrombus, il faut qu'il pratique par voie transœsophagienne. Ou si on a une incidence associée pour la quantifier et rechercher ces mécanismes. Il y a une autre information qui est l'angiographie. Ce sont des examens abandonnés puisqu'ils ont été supplantés par l'échocardiographie, puisque des examens ont été abandonnés à l'époque, puisque des examens invasifs qui doivent être autrefois obtenus par ces examens sont actuellement facilement obtenus par la réalisation de l'échocardiographe. Donc, on peut les demander pour la visualisation capillaire pulmonaire. Il y a également un autre examen dans des préopératoires, on peut chercher les pulmonaires associés, dont le malade peut bénéficier d'un geste concomitant et un pontage coronarien, surtout chez les malades de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire les enfants de 40 ans, chez la famille opposée, chez ceux qui présentent une symptomatologie angioneuse ou les personnes de risque cardiovasculaire. Alors, on fait la colonographie pour déceler ou détecter les lésions pulmonaires qui peuvent nécessiter un geste de respiration concomitant. Donc, on a différentes formes de lutissement mitral odymoteur qui peut s'observer chez la femme enceinte ou de la période prémenstruelle sans activité. Ou là, les deuxièmes, c'est le système de vol HTAP, la notion d'accès droit répétitif avec de la stabilité droite. Se passe généralement après la venue de l'obstacle après remplacement ou l'ouverture de la mitrale. Le lutissement mitral il est révélé par des hypoxies, c'est-à-dire liées à la surréalisation des capillaires pulmonaires. Cette forme est un il faut proposer la dilatation mitrale par voie pour éviter la chirurgie. Ces conséquences n'est pas pour le bébé et pour la maman. Le lutissement mitral chez les sujets âgés, donc caractérisé par l'importance de lorsqu'on fait des maladies âgées, le lutissement mitral. Donc, les anatomies sont très pour savoir la classification. On a toujours association à des lésions pulmonaires concrètes. Pour les formes associées, on a appelé comme Mahal. Donc, c'est le savant qui a fait la description de cette association, qui est aussi un enrichissement acquis de rhumatismal et une cardiopathie caractérisée par un défect ou un orifice au niveau du système urinaire qui ne s'est pas gauche droite. L'apathie mitrale, donc c'est l'association de deux valvulopathies ou de deux pathologies, le rétrécissement mitral et l'insuffisance mitrale. Donc l'association des deux, donc on parle d'un rétrécissement mitral, de maladie mitrale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, mais il n'y a pas de diapo. C'est clair? Une autre forme clinique, ce sont les résonances mitrales. On les voit chez les malades ayant déjà bénéficié d'une dilatation de la valve mitrale ou d'une commission d'autonomie chirurgicale. Donc, on assiste à une perte de 50% du gain initial de surface après commissurotomie mitrale. Donc, la résonance survient avant les 3 ans qui suivent l'acte chirurgical de la percutanée. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'une résonance, mais d'un échec thérapeutique, que ce soit percutanée ou la chirurgicale. L'évolution et les complications. Donc, le lutissement mitral reste longtemps bien toléré. Donc, même les malades porteurs d'un lutissement mitral ont peu de symptômes pendant longtemps. Mais non traité, il évolue vers des complications
quelles sont ces complications qui peuvent aider l'évolution de cette valvulopathie? D'abord, on a les complications arythmiques, comme la CFA, les extrasystoles auriculaires et le Flutter. D'ailleurs, les malades qui nous viennent pour intervention chirurgicale, ils nous viennent avec des ECG où on trouve tous ces troubles de rythme à l'étage auriculaire. Et même lorsqu'on consulte les ordonnances ou le traitement TAHAM, ils ont toujours sous traitement anti-arythmique et sous symptômes. Les complications thromboemboliques, les embolies systémiques généralement cérébrales dans 70% des cas, les complications pulmonaires comme les bronchopneumopathies mitrales, les OAP, l'HTAP, les hémoptysies, et enfin les complications infectieuses comme l'endocardite infectieuse. Les patients porteurs de rétissement mitral ont parmi les patients à risque moyen de développer une endocardite infectieuse puisqu'on a une valve anatomiquement déformée, donc elle peut être le lit d'une greffe bactérienne. Cinquième complication, les complications graves de cardiaque qui se voient chez la femme enceinte, qui sont parfois révélateurs, imposant un traitement chirurgical ou la percutanée, comme les OAP, les hémoptysies. L'insuffisance cardiaque se voit dans les formes très évoluées, c'est le stade terminal. Le syndrome d'Ortel, c'est parmi les syndromes historiques, puisqu'actuellement, avec le dépistage et les échocardiographies réalisées précocement chez les malades qui présentent un essoufflement ou la dépalpitation, c'est la paralysie récurrentielle par compression du nerf récurrent contre la haute et l'artère pulmonaire par l'oreille gauche dilatée. Donc, c'est parmi les syndromes historiques. On le voit pas actuellement puisqu'il est historique. Et enfin, l'engorge lié soit à des embolies, les embolies clioriques caduques, fragmentation des thrombus avec obstruction des orifices coronaires, ou là, chez les sujets âgés, ou là, les patients ont des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est l'association à une atteinte coronarienne. Pour le diagnostic différentiel, donc il faut éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore qu'un rétrécissement mitral. D'abord, la première, c'est les myxomes cardiaques. Myxome, c'est la tumeur cardiaque la plus fréquente, dont le siège de prédilection, c'est dans 70% des cas au niveau de l'oreillette gauche. Là, les malades qui nous viennent pour prise en charge chirurgicale de ce genre de tumeur, on les trouve généralement au niveau de l'oreillette gauche. D'accord? Donc, cette masse peut se prolaper au niveau de l'orifice mitral et va gêner le passage, ou là, va gêner le passage du sang, ou là, le remplissage plutôt de ventricule gauche à partir de l'oreillette gauche. Donc, le cœur très atrial. Cœur, c'est le cœur, très signifie 3, atrial, 3 oreillettes. La parmi les cardiopathies congénitales qui sont très rares, caractérisées par la présence de 3 oreillettes. En fait, c'est pas 3 oreillettes, c'est 2 oreillettes, mais on a l'oreillette gauche, elle est divisée en 2 oreillettes par un septum. En deux, c'est 2 chambres, l'une proximale et l'autre distale. Donc, le septum, on a le membrane qui va diviser l'oreillette gauche en 2, proximale et distale, ou qui va empêcher ou la gêner le remplissage du VG à partir de l'oreillette gauche. Dans le traitement chirurgical et d'enlever le septum qui divise l'oreillette gauche en 2 chambres. La cardiothyréose, normalement, vous avez fait ça en module d'endocrinologie qui se voit chez les malades en hyperthyroïdie, caractérisée par l'éclat de B1 associé à des troubles de rythme auriculaire. Et enfin, les malades avec communication antero-auriculaire, on a déjà parlé de ça dans les diapositives précédentes, avec possibilité d'association à un rétissement mitral associé. Donc, on a les pathologies, donc le diagnostic ou l'examen clé qui permet de trancher entre cette valvulopathie et ces différentes pathologies de l'oreillette gauche, c'est l'échocardiographie. Donc, une fois on a le diagnostic d'un rétrécissement mitral, comment traiter les patients atteints? On a le traitement comporte 3 volets, un traitement médical, instrumental et chirurgical. Donc, il n'y a aucun traitement médical qui permet la guérison de cette valvulopathie. Donc, les buts du traitement, c'est de lever de l'obstacle mitral et éviter les complications. Donc, pour le traitement médical, c'est indiqué pour la prévention de chute rhumatismale et des greffes bactériennes par une antibioprophylaxie. Par exemple, j'ai un malade atteint d'arrêtissement mitral et porteur de plusieurs caries dentaires, je vais l'envoyer pour le chirurgien dentiste pour qu'il réalise ses soins dentaires. Au moins, dans de la réalisation, il faut qu'il ait une couverture par des antibiotiques pour limiter la greffe des germes de la cavité buccale au niveau de la valve déjà malade.
Allez, on parle d'une antibioprophylaxie, etc. La prévention des complications thromboemboliques par des anticoagulants et la correction du trouble de rythme auriculaire. Il nous vient des malades donc sous traitement atteints de cette valvulopathie, ils sont toujours sous traitement par le Centran, donc pour éviter les complications thromboliques, associé à un traitement généralement antiarythmique pour éviter la formation du thrombus. Et enfin, le traitement des complications comme l'OAP et l'insuffisance cardiaque qui sont traités par les digitaliques, les diurétiques et les antiarythmiques avec les anticoagulants. Donc actuellement, avec le développement, il y a de plus en plus de malades qui sont, surtout si les conditions anatomiques sont favorables, sont proposés au traitement percutané. C'est la commissure automique mitrale percutanée. Commissuro, c'est la commissure, puisqu'on a déjà parlé de ça, que la lésion élémentaire observée, c'est la symphyse au niveau d'une ou les deux commissures délimitées par la grande et la petite valve mitrale. Tomie, c'est l'ouverture des commissures mitrales par voie percutanée. Donc, on n'a pas besoin de recourir à la chirurgie, mais cette technique a des indications bien précises et qu'il faut bien les connaître, et elle a également des contre-indications. Donc, elle est proposée chez les malades, généralement, c'est des femmes atteintes d'anévrisme mitral serré, pur, et les symptomatiques. Symptomatiques, je mets à l'attaque, qui sont dyspniques, ou des palpitations, etc. Avec une anatomie compatible avec une conservation donc de l'appareil sous-valvulaire. C'est généralement les malades ayant des grandes déformations au niveau de l'appareil sous-valvulaire ne se prêtent pas à cette technique. Ce sont des mauvais candidats à cette technique parfois percutante. Elle a des contre-indications, il faut bien les connaître par cœur. C'est le premier contre-indication, on met les thrombus auriculaires gauche. Elle a une contre-indication absolue, puisqu'une fois le levé de l'obstacle, donc il y aura après la migration du thrombus au niveau de la circulation systémique. Donc, c'est une contre-indication absolue. Ou là, les malades chez qui on trouve lors de l'exploration échocardiographique la présence du fluide mitral grade 2 ou plus. Donc, les cardiologues, toujours, nous indiquent les comptes rendus du TAHEP que la valve mitrale, le malade a une insuffisance mitrale grade 1, grade 2, grade 3 et grade 4. Donc, en fonction du volume et de l'unicité, c'est-à-dire il classe les fluides mitrales en plusieurs stades, en 4 stades. 1, c'est une fluide minime, modéré, moyenne et sévère. Les classifications entre valvulaire massif ou bicommissural, dans ce cas, c'est une contre-indication, puisqu'il y a le risque de détachement des classifications, et après la migration et les tableaux d'AVC. D'autres valvulopathies ou la coronaropathie systémique chirurgicale, c'est chez les malades une valve aortique déjà malade ou la valve qui nécessite correction chirurgicale, ou des lésions coronaires bilatérotonculaires qui nécessitent une revascularisation par le pontage coronarien, donc il faut les traiter chirurgicalement mieux que par voie percutanéenne. Les malades qui présentent des troubles sévères de l'hémostase, et enfin les malades ayant une déformation cardiothoracique, sachant que c'est une contre-indication relative. Il nécessite des équipes entraînées. Donc, comme vous voyez dans cette image de gauche, le ballonnet est utilisé pour la dilatation mitrale percutanée. Il est gonflé progressivement. On a les commissures et on va ouvrir progressivement le ballonnet jusqu'à qu'il soit gonflé complètement. Donc, on met les différents temps. On a 4 temps pour gonfler le ballonnet. Donc, le cathétériseur, le cardiologue va positionner le ballonnet. Donc, comme vous voyez, c'est les échancrures au niveau des régions commissurales. Puis, il va gonfler progressivement. Et ça, c'est les contrôles par scopie. D'accord, jusqu'à que le ballonnet sera gonflé totalement ou complètement. D'accord. Pour la chirurgie, on a 2 options. Soit on fait un traitement conservateur, c'est-à-dire on va réparer la valve et la laisser en place, ou là, un traitement radical, c'est-à-dire on va enlever la valve pathologique et la remplacer par un autre substitut valvulaire. La première technique du traitement conservateur, c'est la commissurotomie à cœur enfermé. Radicale pratique les années 70, c'est l'intervention la plus ancienne. Elle est abandonnée actuellement. Donc, pourquoi? Puisque c'est une technique aveugle. Donc, on ouvre le thorax, on ouvre le pédicarde, puis le chirurgien va réaliser une bourse au fil et va ouvrir l'oreille gauche, l'auricule gauche et introduire son doigt, puis un dilatateur pour ouvrir la valve mitrale.
Donc, c'est une technique aveugle, puisque le chirurgien ne contrôle pas directement. C'est au doigt, puis au dilatateur. La commissurotomie à cœur ouvert, c'est une technique parmi les techniques de conservation. Dans ce cas-là, le cœur il est arrêté. Donc, il y a une valve, le chirurgien va explorer directement à l'œil nu la valve mitrale. Il va réaliser, je vais vous montrer dans la diapositive prochaine comment il va faire la commissurotomie. Et la dernière technique, c'est le traitement radical, c'est de remplacer la valve mitrale. On est envisagé que c'est les patients symptomatiques et porteurs d'un lentissement mitral serré. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, c'est la commissurotomie à cœur ouvert, donc au ciseau ou là au bistouri. On fait l'ouverture de la commissure soudée par le rhumatoïde articulaire. Donc, l'aspect final après ouverture de la commissure antérieure. Également, on fait la même chose au niveau de la commissure postérieure. Donc, si la valve sur le plan anatomique n'est pas conservable, le chirurgien est obligé de remplacer, soit par une prothèse mécanique. Dans ce cas-là, il faut mettre le malade sous traitement anticoagulant à vie pour éviter la thrombose. C'est des valves mécaniques qui nécessitent un traitement anticoagulant à vie. Ou là, par un deuxième suture, ou les valves biologiques, des indications bien précises qu'ils ont généralement implantées chez les femmes jeunes désireuses de grossesse pour éviter la prise de traitement anticoagulant, ou là, les patients ont des contre-indications absolues à la prise du syndrome. Mais un inconvénient majeur, c'est la réintervention, puisqu'au fil des années, après 10 ans, ça sera la dégénérescence de ces bioprothèses. Dans ce cas-là, il faut les remplacer après 10 ans. Donc, pour les indications, pour les patients qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui sont à l'échocardiographie, عندهم rétissement mitral serré, c'est-à-dire une surface mitrale inférieure à 1,5, mais ils sont asymptomatiques sur le plan clinique, ils ne rapportent pas de symptomatologie fonctionnelle. Dans ce cas-là, on a des indications admises et des indications sont discutées avec les cardiologues. Si les patients portent un risque thromboembolique élevé, c'est-à-dire il a déjà fait des antécédents emboliques, ou là, à l'échographie, on a un contraste spontané très interrogé, ou là, de rythme supraventriculaire paroxystique décédé ou là, découvert lors de la réalisation d'un holter ou là, permanent. Si risque de décompensation hémodynamique, c'est-à-dire chez les malades en HTAP avec PAPS au-delà de 50 mm de mercure au repos, chez les femmes enceintes, et on a un chirurgie cardiaque à risque intermédiaire ou élevé. Dans ce cas-là, c'est une indication admise pour la dilatation mitrale par voie percutanée. Donc, les indications discutées de cette technique, c'est anatomie valvulaire et contexte clinique favorable, c'est-à-dire les malades ayant un rétissement mitral serré en rythme sinusal avec ogive dilatée dont le diamètre dépasse 50 mm de diamètre, ou là, les patients ayant des PRPS à l'effort au-delà de 60 mm de mètre. Pour les patients symptomatiques, l'indication, elle est formelle. D'accord? L'indication, elle est formelle. Une fois le malade devient symptomatique, il faut le proposer. Si l'anatomie est favorable pour dilatation mitrale percutanée, si l'anatomie est défavorable pour traitement chirurgical. Le chirurgien, en fonction de l'expertise opératoire, va choisir soit de conserver ou là de réparer la valve mitrale, ou là, si l'état anatomique est défavorable, de la remplacer carrément. Donc, pour la femme enceinte, il faut la dilatation après la 20e semaine de grossesse et la patiente reste symptomatique malgré un traitement médical bien conduit. Pour les malades ayant fait des resténoses, c'est-à-dire après commissurotomie, dans ce cas-là, généralement, c'est le remplacement dans la majorité des cas. Donc, quels sont les résultats? Les résultats sont bons avec mortalité opératoire d'environ 2 à 3% des cas. À distance, vous voyez la survie en même temps, elle est de l'ordre de 60% des cas. Si on conclut, le RM pose un problème de santé publique en Algérie, d'où l'intérêt de la prévention. Donc, le meilleur traitement de cette valvulopathie reste la prévention du RA. Donc, si on traite correctement les angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe 1, donc on va prévenir la survenue et l'augmentation de l'incidence de cette valvulopathie dans la population générale. Sa prise en charge a été révolutionnée par la possibilité d'un traitement chirurgical. Donc, et malade a un rétissement mitral serré, pour lui, il préfère qu'il soit dilaté mieux qu'il soit opéré. D'accord? À distance, la morbimortalité est due essentiellement aux complications de la prothèse,
puisqu'une fois implanté, les patients porteurs de prothèses, d'autres complications, que ce soit l'endocarditis infectieuse, les thromboses, ou là, comme on a déjà parlé pour les bioprothèses, c'est la dégénérescence après 10 ans. Et également, le traitement par les antivitamines K, les patients qui prennent des antivitamines K type Cintran nécessitent une surveillance régleuse telle TP et l'INR. Il faut des contrôles répétés pour avoir une fourchette correcte en fonction des malades. Surtout, généralement, pour la prothèse vitrale, entre 3 et 4, l'INR, elle est entre 3 et 4. D'accord? Pour éviter à la fois les complications thrombotiques, c'est-à-dire si on a une INR inférieure à 2, donc le risque de formation du thrombus autour de la prothèse est important. Ou si on a une INR qui dépasse 5, on a un risque hémorragique important. D'accord? Raison pour laquelle il faut un suivi rigoureux de la prise de son vitamine. Je pense qu'on a terminé pour le premier cours des valvulopathies. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est clair. Il n'y a pas de questions, professeur. Enchaîner le deuxième cours. Oui, on peut continuer. Donc, pour le deuxième cours, c'est le rétrécissement aortique. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours? Pour la définition de la rétrécissement aortique et la étiologie principale. Pour savoir la symptomatique à l'époque, la conduite, la suspicion, le diagnostic devant le problème de santé. Identifier la triade symptomatique qui conduit à la suspicion devant ces systèmes d'injection. Professeur, on vous entend pas. Savoir le rôle essentiel de la configuration des Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Savoir que l'apparition de premier donc on a deux tours l'investissement antique. Le premier tour d'apparition des signes fonctionnels, on va les voir. Savoir poser l'indication opératoire en cas d'investissement antique serré symptomatique. Connaître le pronostic des formes symptomatiques du traitement. Mesurer la des deux types de prothèses. On a déjà parlé de simple progressisme mitral. Et substituer les fait qu'il existe des alternatives percutanées, soit les dilatations, soit le remplacement de la percutane. Donc, le plan du cours est le suivant. On commence par une définition, l'intérêt de la question, puis on va faire un thérapie anatomique de la valve aortique, puis on va entamer les étiologies, les lésions anatomiques observées lors de cette valvulopathie, les conséquences physiopathologiques, puis on va voir la présentation clinique et les différents examens complémentaires demandés lors de la suspicion de cette valvulopathie, ainsi que les différentes formes cliniques de cette valvulopathie. Puis on va entamer les différentes pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore qu'un rétrécissement aortique. Puis on va voir les complications qui peuvent aider l'évolution de cette valvulopathie avec le pronostic. Et enfin, on terminera avec le chapitre thérapie. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive de droite, la valve aortique avec les trois puces qui sont très souples en position en Professeur, je diastole. m'excuse. Il n'y a Oui. pas de diapo.
Donc, pour la définition, le lotissement plutôt aortique se définit comme une réduction de la surface de l'orifice aortique, réalisant un obstacle fixe à l'éjection systolique du ventre gauche dans l'aorte. Donc, comme vous voyez ici, l'image opératoire d'un patient atteint d'un lotissement aortique serré. Comme vous voyez ici, les éléments anatomiques observés, les énormes calcifications au niveau des cordes de cusp avec la symphyse, c'est-à-dire la soudure de cette condition. Donc, un obstacle de la sortie du sang de le ventricule gauche vers l'aorte. Normalement, à chaque systole, le sang de le ventricule gauche vers la situation systémique par l'intermédiaire ou par le biais de l'aorte. L'intérêt de la question, c'est la fréquence des valvulopathies qui représente 25 à 30% des valvulopathies observées chez l'adulte. Contrairement au rétissement mitral, les études épidémiologiques ont révélé que lors d'un rétissement aortique à prédominance masculine, les écologies sont dominées par les rhumatismes dans notre pays, dans les pays sous-développés, et par les atteintes dégénératives dans les pays développés. Le diagnostic repose sur l'échocardiographie comme devant le traitement est chirurgical, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement médical qui permet la guérison de cette valvulopathie. Une fois que vous avez un serré symptomatique, il faut un traitement chirurgical. Actuellement, c'est organisé pour cette valvulopathie depuis l'avènement des écoles, c'est-à-dire c'est c'est l'implantation de la valve aortique par voie percutanée sous un système chez les malades dont l'espérance de vie n'est pas importante et qui ne peuvent pas subir une intervention. Dans ce cas-là, pour améliorer leur santé fonctionnelle, c'est-à-dire l'expansion de la dyspnée, etc., il faut implanter la valve par voie. Donc, pour la valve aortique, comme vous savez tous, on va passer là-dessus. La valve aortique, c'est la valve qui sépare le ventricule gauche de l'aorte. Elle est constituée de trois cuspes. Donc, la coronaire droite en rapport avec la coronaire droit et la cuspe coronaire gauche en rapport avec la coronaire gauche. Donc, ces trois cuspes sont insérées au niveau d'un anneau dit anneau. Donc, vous voyez ici, dans cette diapositive, c'est la chambre du charge du ventricule gauche. D'où les différentes cuspes aortiques qui sont insérées au niveau d'un anneau appelé anneau aortique. Donc, c'est l'aorte. Donc, d'un rapport de l'aortique par rapport à la trame, on a déjà parlé de ça lors du cours d'investissement de trame, la cuspide et la valve pulmonaire. Donc, vous voyez trois cuspes, la coronaire droite avec l'océan, coronaire gauche, cuspes coronaire gauche en rapport avec l'océan coronaire, coronaire droite avec l'océan coronaire droit et l'anneau coronaire, puisqu'on n'a pas de coronaire en haut. Donc, quelles sont les étiologies de cette valvulopathie? Quelles sont les principales étiologies à énumérer? La première étiologie se prend chez les sujets dans les pays développés, c'est le lotissement aortique dégénératif. Donc, c'est un dit appelé c'est savoir la description de cette valvulopathie aortique. C'est la cause fréquente, c'est caractérisé par les dépenses de la valve aortique. Le disque sur le bicuspidie calcifié, bicuspidie B signifie qu'il y a deux cuspes au lieu de trois. Calcifié, c'est calcification au niveau de la valve aortique. La première étiologie, c'est l'âge inférieur à 70 ans. Jusqu'au-delà de 70 ans, c'est la maladie générative. On a au niveau de l'orifice deux sigmoïdes aortiques au lieu de trois. Donc, bicuspidie congénitale la plus fréquente, elle touche 1-2% de la population. Donc, si on prend une population de 100 individus, on fait une dépistage cardiographique, on trouve parmi les 100 1-2 porteurs de cette valvulopathie congénitale. Malformation congénitale la plus fréquente, on a déjà parlé de 2% des cas, l'association fréquente à une dilatation de l'aorte ascendante. Et nous sommes caractérisés par la concomitante de l'aorte ascendante. Sur le plan de pathologique, il y a des complications hhémodynamiques liées à l'existence de deux feuilles. Normalement, le stress de l'habitude de la valve normalement qui va s'élancer au niveau de trois cuspes, donc plus les plus proches de se rencontrer dans le lotissement.
dégénérative, le dépôt capillaire. La classification qui est fréquente dans les pays sous-développés, je pense, l'Algérie, c'est le RA, qui se voit chez les sujets jeunes ou les sujets d'âge moyen entre 40 et 50 ans. Le pathologie qui sont épaissis dans le comportement spécial, rigides. Donc, ils sont durs à rétracter, signifie qu'il y a une diminution de la surface et parfois la lésion caractéristique d'origine maximale, c'est la fusion culturelle. Donc, il y a la lésion qui permet de distinguer entre d'origine antique d'origine dégénérative, c'est la fusion au niveau des combustions. Il y a également d'autres étiologies. On a des enfants qui naissent avec un rythme génital, les malades atteints d'une insuffisance rénale chronique, ou là, les malades ou là, les radiothérapie. Il y a des malades qui développent après des années de une radiothérapie post-injection mammaire ou la post-carcinologie de la la radiothérapie va nuire, va laisser les puces lentiques, la xanthomatose et enfin les hypercommissions familiales. Sur le plan anatomopathologique, les lésions vaminaires varient selon l'étiologie. Le risque significatif, on a des valves qui sont rigides, avec des calcifications qui sont à cause de l'abduction. Pourquoi le détachement des fragments de calcification entraîne les accidents mollets jusqu'aux les artères troubles de la conduction, puisque les calcifications vont envahir le tissu qui se trouve au niveau du segment interventriculaire, qu'ils ont entre la conduction droite et la non coronaire. Dans génital, on a la fusion de la deux cuisses antérieures et postérieures, c'est la fusion au niveau des deux cuisses antérieures et postérieures. Et enfin, le rhumatisme articulaire, la fusion de l'électrocommissure avec l'épaississement et la discipline plus ou moins. Les extravalvulaires indiquent la délation de la rotation. Donc, la du thorax, la des explorations jusqu'à on observe une dilatation de la rotation. Donc, cette dilatation est asymétrique, puisque donc le G ou la sortie de VG après ce que mais sur l'intégralité de cette expérience antique, ce qui va donner dilatation du parti de la trophie constante du VG, donc le VG, pour lutter contre l'obstacle, va s'hypertrophier, donc la masse ventriculaire va augmenter. Elle est observée au niveau du septum interventriculaire et au niveau de la paroi postérieure du ventricule gauche. Oui. Donc, pour l'image de gauche, vous voyez une image péropératoire, donc de patient pour l'investissement antique serré d'origine rhumatismale. Vous voyez ici, c'est la service au niveau de la cuisse péricorone droite en rapport avec l'ancien coronaire droite et la non coronaire. La service, épaississement donc des cuisses qui deviennent épaisses avec la classification. Et nous, le détachement d'une partie de l'intégralité de cette classification, vous l'avez dit, celui est donné un tableau dédié où la migration vers les artères adhésives cérébrales, des tableaux de... Donc, quelles des classifications la commissure a d'éliminer la coronaire droite et la non coronaire. Et là, le passage est le faisceau de His. Donc, le faisceau de His peut être déterminé par les classifications où on peut voir les malades dans un tableau de BA. Vous avez fait en quatrième année lors du module de cardiologie. Sur l'image de droite, c'est une image post-mortem. C'est un malade décédé dont l'autopsie a révélé la présence d'un rétrécissement aortique serré calcifié d'origine dégénérative. Vous voyez, les trois combustions sont libres, donc avec des valves qui sont ici, et l'importance des calcifications au niveau du chaque cuisse aortique. D'accord? C'est une image post-mortem.
Donc, je pense que c'est clair pour la physiopathologie. On a un obstacle. Le lentissement optique est un obstacle fixe à l'éjection du ventricule gauche. Donc, le sang pour sortir vers la circulation systémique est un obstacle. Il apparaît un gradient de pression comme dans le lentissement orbital. Mais là, entre le VG et la pression élevée, on donne la pression normale ou basse. Et les conséquences anatomiques sont l'hypertrophie ventriculaire gauche et les mécanismes pour la compensation ou pour lutter, c'est l'hypertrophie du ventricule gauche. Avec la cardiaque communauté, donc le VG va s'hypertrophier pour lui compenser cet obstacle. Le débit cardiaque au repos est conservé, en particulier pendant toute la phase. Il y a le de phase. Le maladie est asymptomatique, et il y aura l'apparition de compensé, le débit cardiaque il est diminué. Donc, on assiste à l'apparition de la dyspnée d'effort, puis la dyspnée de repos. Donc, là, le maître va apporter la notion d'essoufflement. Il cache la méthode, il vous le dit déjà, jamais respirer. Voire même, il voulait l'essoufflement au repos. Ici, fonctionner direct de l'obstruction. C'est qu'il y a une diminution de débit de perfusion cérébrale, un défaut de perfusion des artères coronaires, un effort plus repos. Donc, pour la clinique, les circonstances de découverte sont presque les mêmes devant toute valvulopathie. C'est l'examen systémique ou la surveillance des patients à haut risque, c'est les patients ayant déjà fait des poussières de R. Devant les symptomatologie évocatrice, la dyspnée, l'angoisse, les palpitations d'effort, ou là, lors d'une complication, j'ai dit, j'ai fait l'enquête étiologique, les gars lui laissaient un attestation antique serré avec un où là, le malade est gidé de BRV. D'accord, il fait des syncopes secondaires au BRV. Qui dit que l'échographie, je trouve que la valve artérielle est malade avec envahissement de type, pas de calcification. Sur le plan fonctionnel, le malade rapporte plusieurs années. Mais après une longue période de temps, surtout lorsque la surveillance est inférieure à on a la triade symbiologique, on a déjà parlé de ça dans le il y a la dyspnée des forces fréquents. Le d'effort, souvent dans les 2 tiers des cas, il y a l'hypoperfusion à l'effort. Il y a un défaut de perfusion, d'autre part, puisque l'augmentation de la masse cardiaque qui est VG, d'accord, c'est comme d'effort où la ligne d'hypotypie et perfusion cérébrale. Il y a également des syncopes au repos qui peuvent être plus de conduction. On a déjà parlé de ça. D'où les BAV secondaires à la destruction du faisceau de Higgs par les questions qui intéressent ou la concerne la combustion coronaire droite. Sur le plan physique, les déplacer à la gauche. À la palpation, on trouve une feuille aortique. C'est l'équivalent d'un souffle systolique. C'est pas le souffle systolique extérieur. Donc, il faut bien connaître, il faut le bien avoir en tête les caractéristiques de systolique aortique éjectionnelle au foyer aortique. Les systoliques, la systole est rude, il ira peu et se vend de deuxième intercostal droit avec la descente vers les vaisseaux acidilés cérébrales. Le B2 peut être atténué la abolie dans les classifiés. Donc là, on assiste à cette atténuation, le deuxième, puisque la valve elle est complètement immobile, ou elle ne s'ouvre pas, ou ne se ferme pas. Là, on assiste à la disparition, deuxième bruit de fermeture de la valve 1. Professeur, pourriez-vous m'envoyer la diapo et je partage? D'accord, je pense que j'ai réglé le problème.
c'est clair. C'est clair pourquoi le B2 est atténué ou aboli dans les incendies classifiés, puisque la mosquée est complètement malade, ne se fait pas, donc tu n'auras pas le de fait euh, Professeur, on vous peu, entend pas. les clics prototypes témoignant de la persistance de l'unité lunaire, donc l'optique systolique, donc ça peut lui engendrer du sang à travers un orifice ici. La rotation de pouls laitiers est ralentie. Lors de la prise de on assiste à une baisse de la pression artérielle de la différentielle. Donc, le clic prototype de la cette valvulaire aortique. Donc, à travers l'orifice rétréci, le pouls d'apparition des petits est ralenti et on assiste lors de la prise des chiffres de la baisse de la pression artérielle avec l'esport de la différentielle. Donc, si on a un malade, surtout en Algérie, un sujet jeune, on travaille 30 ans, qui rapporte la notion de dyspnée avec une auscultation d'un souci systémique éjectionnel du rapport de l'espace intercostal droit. Il faut demander de checker un suspecté antique valvulaire d'origine rhumatismale. Il y a certaines explorations, des examens complémentaires à demander. Ah. Donc, pour la pulmonaire, qui reste normale, donc une radiographie pulmonaire peut nous montrer du corps avec ça une gauche liée à l'HVG. Ça y est, à droite de la partie initiale de l'ascendant. Il y a la dilatation post-sténotique. On a déjà parlé de ça dans le chapitre anatomopathologique pour les lésions extravaginaires. Il y a la dilatation asymptotique de l'arbre ascendant. Parfois, on peut même visualiser des classifications valvulaires dans le diapositif prochain. Et dans les formes de compensation, on peut trouver des signes de surcharge pulmonaire dans les formes évoluées. On voit dans l'image de gauche, donc l'axe supérieur droit, il est convexe lié à la dilatation de la hanche. L'arc inférieur gauche, il est convexe lié à l'HVG. Donc, radiographie pulmonaire profil, vous voyez ici les classifications qui sont indiquées par ces trois flèches qui témoignent des classifications de la valve aortique. Le CG peut être strictement normal, donc le CG normal je suis porteur de cette valvulopathie, mais on peut trouver les signes d'HVG systolique avec l'indice de chocolat avec des ondes classiques en BSL-6 des perfusions des causes sous ondes cardiaques du ventricule. Observer des troubles de la relaxation dans les dérivations de BSL-6. Dans les formes sévères, on peut trouver les signes d'hypertension auriculaire moche, également les troubles auriculaires et ventriculaires comme les ACFA qui peuvent être monomorphes pour les mots. On peut également observer les troubles de comme les blocs de branche gauche ou la diabète qui sont secondaires à la destruction des faisceaux de vis par les classifications. Je suis la patiente de cette particulière avec une psychologue dans le autre sujet d'un malade. Donc, pour le diagnostic, l'examen clé qui permet le diagnostic, c'est complet. Donc, qui permet d'utiliser les ultrasons, donc qui permet le diagnostic positif. En calculant l'espace intestin-moïdien,
permet également de calculer, comme dans le central, la surface vaginale aortique, à la fois anatomique et fonctionnelle, et enfin de calculer le gradient géré par cet obstacle au niveau de la base aortique. L'hypochrome permet l'inventaire des lésions, donc, et une diagnostic biologique. Donc, si on a une histologie rhumatismale, on va visualiser directement la fusion. On va voir deux au lieu de trois au niveau de l'aortique. Si on a à la tête de la maladie de Beckenbach, on va voir les classifications en fusion candidat. Y compris permet d'apprécier le retentissement de cette maladie sur le cœur. Dans l'HPG, les performances ventriculaires gauche, les plus marquées dans le septum ventriculaire et la barre antérieure. Les formes évoluées, c'est l'installation de la dilatation des cavités cardiaques. Donc, il faut savoir différencier les performances de la dilatation évolue. Et l'HPG intéresse les mesures des paramètres. La dilatation de l'ascendante, elle permet de mesurer la pression de la situation pulmonaire. Et si on cherche à les trouver, si on a une possibilité d'altissement optique, si on a l'espace d'ascendant inférieur à 8 mm, ou si on a une surface optique inférieure ou égale à 15 cm, ou une surface indexée, c'est-à-dire apportée à la surface malade inférieure à 0,5 cm. On a un gradient de perméabilité inférieure à 0,25. En fait, si on a des pixels paritaires ou la paroi postérieure au-delà de 12 mm. On cherche les conditions etc. Donc, comme vous voyez ici, l'image de la valve aortique avec l'étissement aortique serré, vous voyez l'importance de l'augmentation de l'épaisseur du septum interventriculaire. Il devient très épais. Donc là, sur l'image de gauche, c'est le milieu de la surface anatomique par le crayon. Cette surface devient inférieure à 64 m². Et je l'ai mis en temps plein pour calculer le gradient transversal. L'hypotransvagienne, elle est peu utilisée dans le lotissement aortique, dans le lotissement mitral. Pour préciser une tête très difficile pour évaluer l'anneau aortique, pour évaluer d'autres valvulopathies associées généralement à la valve et en cas de suspicion d'endocardite, c'est-à-dire la perte d'un agent infectieux au niveau de la valve aortique. L'angioscanner ou l'angiogramme thoracique, puisqu'on a déjà parlé qu'il y a une sensibilité à la honte. Donc le chirurgien, pour savoir est-ce qu'il y a une indication, il faut qu'il explore mieux l'ordre ascendant par angioscanner et l'angiogramme thoracique. Donc, c'est un examen opératoire ne permet pas de donner des données l'angioscanner ou là l'angiogramme sur le lit de l'ordre ascendant. Le catéchisme, le lotissement mitral, ce sont des explorations basiques qui ont été abandonnées. Alors, ce sont des invasifs, puisque les données autrefois obtenues par ces examens sont actuellement obtenues par la réalisation de l'écho-port. La coro, elle est en préopératoire, chez les patients de la graviton, chez la femme ménopausée ou les patients ayant des problèmes cardiovasculaires, pour rechercher des lésions coronaires associées, pour que le chirurgien puisse faire un geste compétent, à la fois sur les sténoses coronaires et sur la valve aortique. Les formes cliniques, il y a des formes sans HVG, surtout chez la femme, sont caractérisées par de signes à la fois électriques et échocardiographie HVG. Il y a des formes avec dysfonction VG-sévère et transvalvulaire aortique, qui se vont chez les patients avec l'étissement aortique. Dans ce cas-là, si on mesure le gradient moyen en réponse aortique, il devient inférieur à 40 mm de mercure avec une d'injection. C'est parmi les paramètres iconographiques utilisés pour apprécier la fonction cyclique du ventre gauche.
lorsqu'elle devient inférieure à 30%, on parle de distance sévère. Donc, normalement, chez un elle est au-delà de 50%. Les formes avec l'hypertrophie septale asymétrique, ce qui relève rarement du cardiomyopathie primitive. Les cardiomyopathies primitives, on a plusieurs types. Ce sont des maladies qui touchent le myocarde qui sont primitives. C'est-à-dire, on n'a pas de valvulopathies à vie. Ils sont souvent secondaires au enrichissement. Donc, la distinction entre les deux peut parfois être difficile. Les formes avec maladie coronaire, c'est similaire au enrichissement mitral, qui sont fréquents chez le sujet âgé, détectés par la coronarographie, qui permet de déceler les lésions coronaires associées. Et donc, chez les malades, le risque opératoire il est augmenté puisque le malade va opérer pour deux pathologies. Le temps opératoire il est allongé, à la fois pour la revascularisation coronaire et deuxième temps pour le remplacement valvulaire. Donc, quels sont les critères de stabilité d'un investissement aortique? D'abord, les patients qui souffrent du symptomatologie coronaire, les patients ayant un souci systolique apathique, on a déjà parlé de systolique, mais lorsqu'ils deviennent systoliques, donc c'est un facteur de gravité. L'abolition du deuxième bruit cardiaque, les signes d'insuffisance cardiaque gauche ou là, le badynie cardiaque. Sur le plan électrique, les HVG, ou là, sur le plan échocardiographique, une surface aortique inférieure à 1 cm², ou là, les patients ayant un gradient moyen VGA au-delà de 50 mm de mercure, avec un index de perméabilité supérieur à 25%. Et tous ces des paramètres à la fois fonctionnels, électriques, radiologiques et échocardiographiques qu'il faut bien les connaître, il faut bien les mémoriser pour savoir connaître les patients au risque de lentissement aortique. Pour le diagnostic différentiel, donc, il faut éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore, comme les cardiomyopathies hypertrophiques. Cardio, c'est le cœur. Myopathie, donc, c'est une pathologie qui touche le myocarde. On a les hypertrophiques, on a les dilatés, hypertrophiques. Donc, dans cette pathologie, on n'a pas une valvulopathie associée. C'est l'écho-cœur qui permet d'éliminer cette valvulopathie. Le lentissement aortique sous-valvulaire, donc on a un succiniopathie congénitale caractérisée par la présence d'un obstacle au niveau de la région sous-valvulaire. Pour l'érythissement aortique supravalvulaire, également succiniopathie congénitale caractérisée par une valve aortique normale, mais la présence d'un obstacle, soit membrane, etc., au niveau de la région supravalvulaire. Et enfin, les sténoses pulmonaires qui se traduisent également par la présence de souffle systolique, mais pas au deuxième espace intercostal droit, mais au niveau du deuxième espace intercostal gauche. Et dans ce cas-là, c'est l'écho-cœur qui permet de révéler cette cardiopathie congénitale. L'évolution et les complications. Donc, sur longtemps bien toléré, mais en absence de traitement, l'évolution se fait vers les complications. Malendocardite infectieuse. Donc, les patients protonalissement aortique serré, c'est des patients à risque moyen de développer une endocardite infectieuse. Les embolies calcaires liées au détachement des fragments du parti ou l'intégralité d'un bloc calcaire au niveau de la valve aortique. Les troubles de la conduction, les troubles de rythme, l'insuffisance cardiaque, et enfin la mort subite qui se voit dans 27% des cas. La complication majeure, le principal, c'est la mort subite. Le pronostic, la survie moyenne après apparition des premiers signes. Donc, une fois le diagnostic posé, il faut proposer rapidement le malade au traitement médical. Vous voyez que la survie ne dépasse pas 5 ans, c'est après l'apparition du signes d'effort. Entre 3 et 5 ans, c'est le malade présente un encore d'effort. Entre 2 et 3 ans, c'est le malade présente 5 ans d'effort. Ne dépasse pas une année, c'est le malade présente des signes DVG. Et elle est inférieure de 6 mois, c'est le malade présente des compensations cardiaques globales. Donc, une fois le diagnostic a été confirmé par l'échographie, il faut rapidement adresser le malade vers les centres de chirurgie cardiaque pour faire le remplacement valvulaire par traitement. Le but du traitement, c'est de lever l'obstacle aortique, préserver la fonction VG et éviter les complications. Quels sont les moyens? Le traitement médical. Il n'y a aucun traitement médical qui permet la guérison de cette valvulopathie en dehors du traitement de décompensation cardiaque par l'utilité du divinité et des digitalistes. Et enfin, la prophylaxie de l'endocardite. Traitement instrumental, c'est l'implantation, on a plusieurs types. Mais actuellement, c'est l'implantation de la valve aortique par voie percutanée. Les patients atteints de lentissement aortique jugés inopérables. C'est-à-dire les malades avec un risque opératoire très élevé avec taux de mortalité post-opératoire important. Dans ce cas-là, ils sont proposés pour déplantation par voie percutanée. Il y a quelques cas qui ont été faits ici en Algérie.
C'est cas en Algérie, dans des centres à Oran, Alger, et Naja et Mdida. Donc, quand vous voyez, c'est le caté, ça va implanté par un petit année, ou le caté qui va monter la valve jusqu'au niveau de l'orifice aortique où elle est déployée. Pour le traitement chirurgical, généralement, c'est le remplacement valvulaire aortique. Il faut enlever la valve mitrale, comme vous voyez ici dans cette pièce post-opératoire. C'est une valve aortique rétractée, et puis ici, avec les calcifications au niveau de la valve aortique. Donc, la valve sera remplacée soit par des prothèses mécaniques ou là par des bioprothèses selon le malade. Si le malade a des contre-indications pour traitement anticoagulant, il faut implanter des bioprothèses. Mais un risque de dégénérescence, il faut des réinterventions après généralement 10 ans. Les résultats, la mortalité opératoire varie entre 3 et 5% des cas. Sur le plan fonctionnel, disparition de la symptomatologie après remplacement valvulaire. Donc, comme vous voyez, la suivi à long terme, elle est de l'ordre de 40 à 50%. Conclusion, l'apparition des symptômes marque un premier tournant évolutif. Donc, une fois les symptômes, où le malade rapporte une symptomatologie fonctionnelle, il faut rapidement confirmer le diagnostic et adresser vers des centres de chirurgie cardiaque pour faire le remplacement. L'apparition d'une dysfonction systolique du ventricule gauche indique un second tournant évolutif qui aggrave la mortalité chirurgicale. Parce que moi, donc le chirurgien cardiaque, je préfère opérer ces malades au stade avec fonction systolique conservée qu'avec une fonction systolique altérée. Dans le deuxième cas, ou la deuxième entité, le taux de mortalité est majoré. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions dans les commentaires, Hein? professeur. Il n'y a pas de questions dans les commentaires. Donc, est-ce qu'on peut faire demain les deux cours, l'insuffisance centrale et l'insuffisance aortique? D'accord, docteur. On vous remercie énormément pour votre présence et pour votre Même si cours. vous avez également des questions pour ces deux cours, on répondra demain. Inch'Allah, merci, professeur. À la prochaine séance, Ouais, ça, Inch'Allah. bonne soirée. À vous.